Venu sans diapo. Je ne suis pas venu tout nu, mais juste habillé sans diapo. Ce que j'aimerais faire dans la prochaine demi-heure, c'est vous parler de plusieurs choses. Je vais reparler de l'EDB-NON pour faire une transition. Je vais parler un peu des projets de recherche pour que vous soyez un peu au courant. Et aussi, d'emblée, remercier l'association. Je crois que on vous a présenté dans les dernières années, c'est des projets qui sont arrivés à terme. Donc, je vais vous parler de ça et je pense que l'association a joué un rôle très important parce que c'est vous qui nous avez donné l'argent de départ pour lancer ces projets-là. Alors, je pense que on parle toujours de la santé financière des associations. C'est clair, c'est qu'avec vos moyens, vous avez fait grandement pour beaucoup d'Ataxic au Québec, qui fait que beaucoup de nos projets maintenant sont rendus à des stages où on arrive à aller chercher de l'argent ailleurs, plus substantiel, mais pas seulement ça. On commence à avoir un retour très positif vers les malades et on entrevoit maintenant comment faire une approche thérapeutique. Donc, si on revient sur le DBNON, je vais y revenir parce que je vois plusieurs d'entre vous que je vais revoir en clinique qui vont me poser la même question. Je reviens sur l'élément. Pour l'instant, c'est pour l'ataxie de Friedreich. On ne parle pas pour les autres ataxies. OK? Ceci étant dit, on a dialogué avec les gens, dont le président, sur la question de peut-être une forme d'ataxie qu'on retrouve au Québec où il y aurait une certaine logique d'essayer ce type de médicament-là. Santerra, comme d'habitude, a montré de l'ouverture, dans le sens qu'ils sont prêts à dialoguer. Il faut être conscient que les études, par exemple, celles qu'ils font aux États-Unis, c'est des millions de dollars. Hein. On parle de coûts immenses quand à la fin, on amène un médicament pour des milliers de personnes au monde, mais on ne parle pas de millions de personnes. Alors, vous voyez les défis de taille que cette entreprise avec lesquels cette entreprise doit jongler, les coûts immenses d'essayer un nouveau médicament, puis en même temps être conscient qu'à la fin, ils ne peuvent pas avoir un immense retour parce qu'il n'y a pas tellement de gens qui vont pouvoir prendre le médicament. Alors tout ça pour dire que, pour l'instant, EDB-NON, ataxie de Friedreich, la démarche qu'ils nous demandent de faire, c'est de remplir un premier formulaire pour vous mettre en contact avec eux. Et plus récemment, on a appris qu'il va falloir aussi qu'on fasse une demande de patient d'exception, pas de médicament d'exception, qui est un autre travail administratif. On a dans nos cliniques Marie-Enfant, la clinique d'ataxie du CHUM, et ici à Lucie Bruno, entre 80 et 90 personnes qui ont l'ataxie de Friedreich confirmée. Alors vous pouvez imaginer, je passerai probablement toutes mes cliniques dans ces espaces-là jusqu'à Noël de l'an prochain s'il fallait que je vous voie tous pour remplir ces formulaires-là et tout ça. Donc, beaucoup d'entre vous recevront une lettre. Encore là, Santerra est très généreuse, m'a fourni des ébauches de lettres. On va retravailler là-dessus pour un peu vous réexpliquer ce que Mme Friedman vous a expliqué par rapport au groupe d'entraide. Et je pense qu'on devrait faire l'effort sur tout le monde. Ça veut dire je vais, sur cette lettre-là, vous prescrire à tous de l'EDB-NON, tous ceux qui le voudront. Et vous aurez par la suite à faire le contact, ou on va organiser le contact avec le groupe d'entraide. Je pense que c'était très rassurant d'entendre Mme Friedman nous dire aujourd'hui que c'est un contact, et après ça, ils explorent avec vous toutes sortes de modalités de paiement, en étant conscients que leur objectif premier, c'est le lien avec les assurances privées et un travail à moyen terme avec l'État. L'État paye des médicaments 40 000 $ par année et plus. Ils sont rares, mais il y a des médicaments qui vont payer pour ça. Ce qui va être plus difficile, c'est la question, certains d'entre vous sont plus vieux maintenant, mais si on vous commençait quand vous avez déclaré la maladie à 8 ans, puis on pense qu'on va vous payer jusqu'à votre décès, qui maintenant est tardif pour beaucoup de nos Friedreich, même 70 ans, plus. Alors, vous faites le calcul, le 40 000 fois sous-indexé, ça fait beaucoup d'argent. Alors, vous pouvez être certain que nos fonctionnaires vont être réticents parce qu'ils vont voir cette enveloppe budgétaire augmenter et la compagnie est très au courant de ça. Ceci étant dit, personne n'a choisi cette maladie-là, ni les parents, ni ceux atteints. Je pense qu'on devrait, comme population, surtout une population comme la nôtre qui tend à être solidaire, penser que c'est un coût de notre héritage. Il faut qu'on fasse ce qu'on peut et essayer de jongler avec ça. Donc, le dossier va sûrement être très bien monté par Santerra. Notre défi à nous, c'est de s'assurer que tous ceux qui veulent le prendre, qui sont intéressés à le prendre, soient identifiés et ça leur permet d'avoir une volumétrie qui leur permet de mettre du poids quand ça va arriver au conseil du médicament. On est tous en haleine ou en attente, je devrais dire, tant qu'on n'aura pas les résultats de cette étude qui va, d'après la compagnie semble penser l'étude va être complétée en avril prochain. Ça, c'est leur vœu pieux. On ne sait jamais, des fois les études s'étendent un petit peu, mais c'est le vœu pieux.
Ouais, mais des fois, mais ce que je sais, c'est que des fois, ils ouvrent le bracket parce qu'ils ont pas, mais pas dans votre cas, ils veulent pas. OK, alors on dit avril, elle est plus optimiste que moi, mais c'est parfait, c'est le plan actuellement. Donc ça veut dire que 2009, on devrait le savoir. Donc en théorie, si on a fait les démarches, les formulaires sont rendus à l'État, vous êtes identifiés, les choses pourraient se bousculer et aller assez vite dans ce sens-là. Mais je vous promets rien. Ce n'est pas de votre ressort, ce n'est pas du mien, ce n'est pas celle de Santera, c'est un comité de médecins, pharmaciens, fonctionnaires qui vont s'asseoir à la fin, qui vont décider, commander pour pour Friedreich, mais pour telle indication dans le Friedreich, je pense qu'ils vont être obligés un jour de l'accepter, mais il va y avoir un petit peu de travail à faire. C'est là où peut-être l'association va devoir jouer un rôle supplémentaire, qui est ce rôle qui, je pense, ils ont joué plusieurs rôles au cours de l'histoire de la taxi, l'étude de la taxi et du côté associatif de la taxi, mais ce sera peut-être un rôle autre, ça veut dire un militantisme très dirigé vers le gouvernement. Vous l'avez fait pour toutes sortes de choses. Donc, il y a peut-être une période active de militantisme du côté de non seulement des patients, non seulement des familles d'ataxie de Friedreich, mais tous les autres patients touchés par ce type de maladie-là, parce que ce qu'on espère, c'est que des médicaments comme ça vont venir pour les autres. Hein? Donc, on va dans une direction d'ouvrir des portes pour aussi d'autres médicaments, peut-être très dispendieux pour des raisons qui sont le fait que c'est peu de malades, pour des maladies orphelines, incluant toutes les ataxies qui sont représentées dans l'association. Donc, c'est pas mal ce que je voulais vous dire sur les débénones, mais je serais très prêt à prendre des questions maintenant pour qu'on cloisonne un peu. Oui, M. Phoenix? Excusez-moi. Je dis à tout le monde de prendre le micro. Quel est l'effet de l'idébénone? Quel est l'effet du caténa? Donc, il y a plusieurs effets. Comme vous savez, certains d'entre vous ont participé à l'étude idébénone qu'on a eue au Québec, qui était une étude à plus petite dose que ce qu'on recommande maintenant, pas mal plus petite dose. Donc moi, j'ai de l'expérience plutôt avec ça. Les bénéfices étaient très clairs, comme celles qui ont été publiées par d'autres groupes. Le muscle cardiaque reprend une volumétrie qui est plus normale. Est-ce que la fonction cardiaque augmente? C'est plus controversé, mais on pense que oui. Et c'est clair qu'on n'avait pas d'amélioration neurologique à ces doses-là. On voyait des fois des effets comme beaucoup de patients se sentaient avaient plus d'énergie, mais c'est à peu près tout ce qu'on avait comme bénéfice. Je n'ai pas d'expérience aux hautes doses comme Santera a utilisé. Ce qu'on espère, que justement, ce qui semble, les données semblent le montrer, c'est ce qui a poussé la Food and Drug Administration à aller de l'avant en disant non, faites seulement cette étude-là. Si vous faites ça, vous allez nous montrer que c'est efficace en termes neurologiques. Ça veut dire qu'on retarderait la maladie ou est-ce qu'on pourrait revenir en arrière? Ça, j'ai aucune idée. Hein? C'est pas ce que ça montre jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions neurologiques qui s'amélioraient, ce qui serait déjà beaucoup pour beaucoup d'entre vous. Pensez surtout aux plus jeunes, vous avez vécu ça. Ça veut dire les moments où la marche se précarise, la graphie l'écriture devient plus difficile. Donc, c'est ces moments-là où, au point de vue neurologique, un médicament qui vous stabiliserait ou qui ralentirait ferait un immense impact sur l'affaire. Pour le reste, on ne le sait pas. On parle d'études qui se parlent sur quelques mois. Et je pense que les patients eux-mêmes sont combien, 9 mois sur le médicament? 6 mois. Donc, on n'aura même pas une idée de ce que ça veut dire long terme. C'est le temps qui va nous le dire. Ce qu'on sait, c'est que c'est toléré à ces doses-là, en général. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des éléments qui suggèrent qu'il y a une amélioration neurologique. Puis on sait que les bénéfices cardiaques sont encore là. Mais à long terme, on ne le saura pas. Tout le monde va expérimenter là-dessus. Il n'y aura pas d'études long terme. Ça va être les groupes, des grandes cliniques qui vont suivre ces gens-là sur des doses, qui vont à la fin nous dire, mais on a suivi 40 malades à ces doses-là pendant 15 ans. Puis ça, c'est les bénéfices. On a de l'expérience dans ce type d'études-là. Par exemple, dans la dystrophie de Duchenne, qui est une autre maladie que vous connaissez parce que maladie qui touche la motricité aussi, où on a commencé des essais sur la corticothérapie. Asseyez-vous, je vous en prie. Hein. La corticothérapie, des choses comme ça. Et il n'y a plus d'études en cours formellement, mais les grands groupes continuent à suivre leurs malades et on voit maintenant, 20 ans plus tard, tel effet secondaire en moyenne, on voit les bénéfices. Donc, on apprend sur le temps. Donc, c'est ce qui va se produire, c'est dans le meilleur des mondes, là, avec les débénones. Mais on ne le sait pas encore. Oui. Est-ce qu'on peut faire du lobbyisme, ça pourrait-tu aider? Comme vous avez vu, Santena prend toujours des gens charmants pour présenter tous ses produits. Non, je sais pas. Vous pouvez lobbyer autant que vous voulez. Je pense qu'ils ont un vrai défi. Hein?
C'est clair que c'est un coût. On vous avez vu, pour ceux qui suivent sur l'Internet, certains d'entre vous ou d'autres patients se sont montés aux barricades en disant c'est absurde, là, on n'a pas de revenus, on ne peut pas nous demander ça. Si c'est bon pour nous, pourquoi on ne le prendrait pas? Je pense que moi, je verrais l'histoire complètement différemment. Ça veut dire que cette compagnie-là doit vivre de ce produit-là. Elle doit, comme ils ont dit, justifier leur coût. Donc, c'est un processus. Ils ont déjà des compétiteurs sur le marché, des compétiteurs illégaux s'ils arrivent à avoir les droits. Et donc, il va y avoir une stabilisation, il va y avoir un jeu de prix, là. On ne le sait pas à ce moment-ci. Eux, ils nous demandent de payer telle chose pour avoir, honnêtement, puis je pense qu'ils m'ont convaincu là-dessus. Encore là, le temps va le dire. Je crois que les débénones qu'ils produisent est de meilleure qualité. Moins de contaminants, moins de choses comme ça. Donc, je pense que c'est un meilleur produit. Est-ce que l'efficacité va être supérieure que celui que, ça, on ne le sait pas, là. Donc, je pense que la réalité, c'est que ça sera toujours cher. Est-ce que c'est le prix qu'ils disent maintenant qui va être le prix dans 5 ans? Toutes sortes de variables peuvent changer, et on ne le saura pas. Mais c'est que ça va rester toujours un médicament dispendieux. Et donc, là, ça va être à la société en général de dire qu'est-ce qu'on fait avec des jeunes qui ont une maladie qu'on peut diagnostiquer. Il y a un produit qui est sur le marché qui fait que leur maladie évolue plus lentement. Ils sont mieux, ils perdent peut-être pas la marche avant plus tardivement, 10 ans, 15, je n'ai aucune idée, là. Qu'est-ce que la société va dire dans un contexte d'assurance collective? Ça, Docteur Bray, des formations du comptable, mais d'avoir été... Ça ne marche pas, ça. Bon, attendez un peu, je pensais que c'était fait dessus, celui-là. Ouais, voilà. Juste placez-vous. Alors, défaut de votre président d'être un comptable et d'avoir été en industrie pharmaceutique en début de carrière, il y a aussi qu'il faut penser au coût social d'une personne qui perd la santé, donc qui n'est plus fonctionnel au travail, donc ne paie plus d'impôts, etc., etc. Donc, je pense que si on a des résultats intéressants, il y aura sûrement moyen de faire pression sur l'État en disant si les gens demeurent fonctionnels plus longtemps, ils vont coûter moins cher. Donc, il y aurait peut-être lieu de faire une équation entre le coût du médicament et le coût social aussi à ce moment-là. Et ça va être le défi de montrer, après une étude de 6 mois où on voit une amélioration ou une stabilisation sur des jeunes, de prendre ça et de projeter ça dans l'avenir et dire, écoutez, vous prenez les jeunes qui naissent avec le Friedreich maintenant ou qui ont le diagnostic qui est fait à 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, vous le mettez là-dessus et dans les faits, vous retrouvez un citoyen qui paye des taxes plus tard. Personne n'aura la réponse. Mais c'est sûr que c'est un argument supplémentaire que utiliser. Mais on n'aura pas ça de l'étude non plus. Hein? On n'arrivera pas à ces conclusions-là. Donc il va falloir il y a une sorte de militantisme. J'ai espoir que des régimes relativement généreux comme le nôtre, quand on pense qu'il y a peut-être 300, peut-être 400 personnes avec cette maladie-là au Québec, et je peux vous dire, il y en a moins qui naissent. Hein? Donc, c'est un groupe qui va jamais disparaître. Il va toujours avoir des gens avec l'ataxie de Friedreich au Québec pour des raisons de conseil génétique. Il y a quand même un taux de porteurs, donc il va toujours avoir des gens, mais le nombre de naissances va diminuer avec cette maladie-là. Donc, la réalité, c'est que l'État, le coût global sur l'ensemble de la société, ce sera peut-être pas la fin du monde. Je pense qu'il faut rester optimiste. Donc, ça paraît outrageux qu'on demande à des gens qui ont un parcours de vie si difficile, des familles qui ont un parcours de vie si difficile, mais c'est ça un régime d'assurance. Un régime d'assurance d'État ou un régime d'assurance privée, c'est le risque de développer ces choses-là. Puis, l'ensemble, la plupart des gens ne font que payer, ils ne reçoivent pas grand-chose. Et c'est au régime à prendre ça en considération. Et on a des médicaments qui coûtent plus cher que ça. Mais est-ce que l'État va accepter de le payer de façon récurrente année après année? C'est un problème. Hein? On a un myoenzyme qui est un médicament qui coûte 80 000 ou je ne sais pas combien par année. On a des gens qui sont des candidats à ça et on sait qu'on les garderait mieux longtemps. L'État hésite encore à la donner dans la forme adulte parce qu'il n'y a pas d'études. Mais en fait, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas payer. Là. Hein? Il ne faut pas se leurrer. Là. Ils veulent tout simplement pas payer. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que d'autres personnes puissent le prendre, des personnes vivant avec d'autres formes d'ataxie, comme l'ataxie de Charlevoix-Saguenay, l'ataxie de Port-Neuf, parce que... OK, donc vous me permettez la transition, ouais, M. Félix, ça fait bon avec la transition. Donc, non, mais ça baisserait peut-être le coût auprès de Santerra, ça serait peut-être... Ouais, c'est une bonne question, puis on revient à mon point de départ de mon commentaire. Pour l'instant, c'est l'ataxie de Friedreich. Je n'ai pas cogné à ma porte en me disant, ou téléphonez-moi ou des emails, j'en reçois trop, comme vous le savez, là, pour ceux qui essayent. Là. La réalité, c'est que ces formes-là à ce moment-ci. Donc, d'essayer d'augmenter le nombre de façon artificielle, on va juste se retrouver avec un barrage
il n'y a pas d'indication. Ce que Sentara fait, c'est systématiquement essayer de construire l'indication. Ils ont quand même convaincu les comités à Santé Canada qu'il y avait une indication d'emblée de penser que c'était un médicament pour cette maladie-là. Ils ont demandé qu'on leur apporte un peu plus d'informations pour la suite, mais c'est ce qui s'en vient là. Donc, pour les autres ataxies, il faut penser à d'autres choses. Donc, si vous permettez, je m'en servais comme transition pour un des projets dont l'association a décidé de nous subventionner pour l'an prochain aussi. Donc, on a, je pense qu'Isabelle Thibault vous avez présenté il y a 2 ans là-dessus. Donc, je passe à l'ataxie soi-disant de Portneuf, okay, qu'on appelle aussi l'ataxie récessive. Vous pouvez vous asseoir, M. Philippe. L'ataxie récessive avec ou sans leukodystrophie. Donc, la bonne nouvelle, mais je crois qu'on vous l'avait annoncé, c'est qu'on a trouvé le gène de cette forme-là. On n'a pas identifié toutes les mutations, mais on a identifié un grand nombre. Je vais être obligé de boire quelque chose, j'ai une vilaine grippe, je relis. Et pourquoi je vous en parle, c'est pas seulement pour vous remercier parce que ce projet-là va bien, pas seulement pour vous dire que c'est quand même beaucoup de monde, mais vous montrer un peu l'évolution de ce projet-là dans le temps pour vous faire comprendre que quand vous appuyez la recherche, les gens de l'association, ça peut mener assez loin. Donc, dans ce cas-ci, on avait recruté certaines familles avec un lien avec Portneuf. Donc, en général, c'est une maladie très variable. On peut avoir des jeunes qui vont développer un peu de spasticité, donc ils vont marcher un peu raide, puis avec un peu d'ataxie avec ça. Okay? Et ça évolue. Donc, dans ce sens-là, certains d'entre eux perdent la marche, certains ne le perdent pas. J'ai des patients qui ont 70 ans qui marchent encore avec cette maladie-là. Puis, on a d'autres, les plus jeunes la perdent autour de 17 ans, 18 ans. C'est vraiment les plus atteints. Donc, une maladie très variable. On a réussi à trouver le gène pour ça. C'est aussi une maladie où les 2 parents sont sains, mais ils ont chacun une erreur et ils transmettent 2 erreurs, comme l'ataxie de Friedreich. Et dès le départ, on s'était rendu compte que certains de nos malades avaient un mauvais diagnostic. Vous avez probablement beaucoup d'entre vous vécu ça. Donc, un mauvais diagnostic, on les avait appelés certains ataxies de Friedreich, d'autres paralysie cérébrale, parce qu'ils avaient cette démarche très particulière, très raide. Et en bout de ligne, quand on regarde leur cerveau en résonance magnétique, on se rendait compte qu'il y avait certaines trouvailles qui pouvaient suggérer qu'ils avaient manqué d'oxygène à la naissance. Donc, ce qu'on associe avec la paralysie cérébrale. Des jeunes qui ont des difficultés à la marche, des fois avec des problèmes de coordination, des fois, pas toujours avec une lenteur intellectuelle, et des changements qui suggèrent qu'il y a eu un manque d'oxygène à la naissance. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de voir si en fait des gens dans nos cliniques qui ont encore un diagnostic de paralysie cérébrale, qui ont aussi des petits problèmes de coordination, qui ont cette raideur et qui ont aussi des changements à la résonance magnétique, qui en fait, c'est pas de la paralysie cérébrale, mais c'est de l'ataxie de Portneuf pas mal diagnostiquée. Donc, c'est ce qu'on essaie d'approcher à ce moment-ci, parce qu'on pense qu'avec ce diagnostic-là, on va pouvoir élargir. L'analogie, c'est que pendant très longtemps, il y a des gens qui étaient considérés ayant une ataxie, mais pas l'ataxie de Friedreich, parce qu'ils avaient une forme trop légère, ils avaient 45 ans, ils avaient débuté dans la trentaine, ou même pire, il y a des gens qui débutaient à 50 ans leur ataxie, mais quand on a découvert le gène, on s'est rendu compte que ces gens-là avaient en fait l'ataxie de Friedreich. Donc, c'est ce qu'on voit. L'histoire se répète. On fait la même chose pour l'ataxie de Portneuf. On est en train d'élargir le nombre des gens qui ont ça. Ce que ça veut dire pour une association comme vous, c'est qu'en fait, il y a un potentiel, qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ont une ataxie, mais en fait, qui l'appellent quelque chose d'autre. Hein? Ils ont une forme d'ataxie avec d'autres manifestations. Le lien avec les bénones, c'est que le gène est impliqué dans la fonction du mitochondrie. Donc, le mitochondrie, c'est que dans chacune de vos cellules, particulièrement vos neurones, il y a des centrales énergétiques, qu'on appelle ça le mitochondrie, ou la mitochondrie. Et ces centrales-là fonctionnent pas bien dans l'ataxie de Friedreich. De là, la logique de l'édébénone et du coenzyme Q10 qui aide à gérer la toxicité au niveau du mitochondrie. Donc, comme cette maladie-là est carrément un gène qui est impliqué dans la fonction du mitochondrie, on peut imaginer que c'est le mitochondrie qui ne fonctionne pas bien dans l'ataxie de Portneuf. Donc, c'est de là l'idée de penser qu'on pourrait, ils sont ouverts à ça malgré tout, malgré toute l'ampleur financière des essais, de discuter, de voir si on pourrait pas, si c'était pas un autre groupe, de là va la transition avec ce que vous avez dit tantôt, un autre groupe d'ataxiques qui pourrait en bénéficier. Et là, on parle facilement de plusieurs centaines de malades aussi à l'échelle du Québec. Si on arrivait à développer des indications, c'est sûr que Sentara serait intéressé à ça.
Autour d'une même carte d'idée, je veux juste souligner que le 27 septembre dernier, la CAF, l'ARSAC et la paralysie cérébrale du Québec se sont réunis avec l'équipe du Dr Bray suite au projet de Dr Bernard, sous la supervision de Dr Bray, justement, sur ce projet qui parlait de paralysie cérébrale. Alors, le président de la paralysie cérébrale, M. Joseph Coury, est un ami à moi et un client. Donc, on a tous été là pour comprendre davantage. D'ailleurs, Joseph était même surpris de rencontrer des ataxiques, parce qu'avant, que Diane parle d'ataxie, Joseph connaissait pas l'ataxie, connaissait la paralysie. Il rencontrait des gens atteints d'ataxie, puis il disait, vous êtes paralytique. Les gens disaient non. Donc, je sais que vous devez rentrer en contact avec M. Coury là-dessus et qu'on va pouvoir continuer de travailler ensemble pour le meilleur diagnostic des patients. Donc, en espérant aussi que les médicaments serviront à d'autres maladies neurologiques. Donc, je pense que l'idée, c'est que donc, ce que je viens de résumer, c'est que dès qu'on sort du champ des ataxies, on côtoie d'autres diagnostics, dans ce cas-ci, la paralysie cérébrale, qui est un diagnostic, je m'excuse, je suis de garde en plus encore, je vais rappeler. Ah là là, ma vie de fou. Donc, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est ça. Donc, donc l'idée, c'est que là, on a grâce à votre présidente, on a pu contacter, on a pu discuter le directeur, hein, je crois que c'est son officiel, le président de la paralysie cérébrale du Québec, et on va discuter avec eux de voir la suite des choses. On a déjà par nos collègues accès à des grandes cliniques, celle de Marie-Enfant par exemple, où il y a des jeunes qui ont cette combinaison particulière. Autrement dit, comme médecin, je peux vous dire que nos classifications sont pas parfaites. Ce qui est clair que c'est quand on parle de l'association de l'ataxie de Friedreich dans les années 70, on parlait de à peu près toutes les ataxies sous ce chapeau-là. Maintenant, le nom a changé, la réalité est celle-là, c'est qu'il y a plusieurs ataxies au Québec, probablement des dizaines, sinon des centaines de types. Et ça reste toutes des la manifestation reste les problèmes d'équilibre, coordination, impact sur la marche, et ainsi de suite. Mais c'est toutes des maladies différentes. Et il peut y avoir même des jeunes qui ont une forme beaucoup plus sévère où l'ataxie est moins manifeste et qu'on les appelle quelque chose d'autre dans ce cas-ci. Donc, probablement qu'il s'en vient, si tout marche bien, c'est qu'on développe des modèles cellulaires. On a déjà certains modèles dans cette maladie-là. Une mouche, en fait, qui a des manifestations neurologiques dans l'ataxie de Portneuf. Donc, on travaille aussi vite qu'on peut pour voir justement si des médicaments déjà disponibles, incluant les débénones, pourraient améliorer les malades. Au point de vue neurologique, là, on parle. Parce qu'il n'y a pas d'atteinte cardiaque dans cette maladie-là. Donc, histoire à suivre pour la prochaine fois. Pour d'autres projets sur lesquels on travaille et qui ont des liens avec la contribution de votre association dans le passé, et tantôt, il y a eu dans le projet verbal, on a parlé de l'ataxie tardive. Et donc, c'est un de mes défis pour moi comme médecin qui voit beaucoup d'ataxiques. Là, je suis à peu près 700 ataxiques dans mes cliniques, là. Un peu élargir votre pool de membership, mais un de ces pools-là, c'est ces gens qui présentent une ataxie dans la cinquantaine, soixantaine. Donc, on a trouvé le gène, et là aussi, c'est une histoire assez ahurissante. Oui, il y en a plus dans ma région, au Saguenay, qu'on sache, mais en fait, j'ai des cas partout au Québec. Et donc là, le défi pour nous, c'est de voir que cette maladie-là a certaines des caractéristiques moléculaires, biologiques, avec d'autres maladies du vieillissement neurologique, donc particulièrement le Parkinson. Donc encore là, ça revient à certains des commentaires de M. Phoenix aussi, c'est cette idée qu'une présentation neurologique type ataxique, si elle a une couverture qui ressemble un peu à une autre maladie, à ce moment-là, il y a plus de gens qui sont intéressés. Non seulement ça, ça veut dire qu'on peut capitaliser sur la recherche thérapeutique, par exemple dans le Parkinson, où on parle d'une maladie beaucoup plus fréquente. Donc, c'est un peu, c'est ce qu'on espère, c'est qu'en fait, en trouvant et en faisant sauter le système de son, on arrive à avoir éclairé d'autres champs avec nos découvertes scientifiques dans le champ des ataxies, mais aussi, dépendant d'où on trouve, que cet autre champ-là nous amène des médicaments. Donc ça, c'est assez commun. Hein? On suit, malheureusement, on a eu quelques décès récemment, mais on suit facilement 80 personnes, et je suis sûr qu'on parle de 100, je suis persuadé qu'on parle de plusieurs centaines de personnes, dont plusieurs personnes que vous voyez dans les centres pour personnes âgées, qui s'en vont comme ça, là, qui sont un peu croches, qui tanguent, mais ils ont cette forme d'ataxie tardive qui est plus fréquente chez nous, mais qui n'est pas unique. Donc,
Pour les traitements, c'est plus difficile à envisager à ce moment-ci. On a l'avantage qu'on collabore avec le grand expert de cette protéine-là au Japon. Ça aussi, c'est l'autre chose, c'est qu'on essaie de prendre nos projets, de les projeter pour avoir des collaborateurs étrangers qui sont vraiment les meilleurs. Pour ce projet-là, c'est le grand expert japonais de ces protéines-là qui travaille avec nous. Pour le projet ARSAL, qui est le projet de la taxi de Portneuf, pour que ce soit plus simple pour vous, on travaille avec un grand chercheur de Houston au Texas. Donc on fait ça, on essaie de prendre vos projets, prendre vos maladies, découvrir la cause et après ça s'insérer dans un réseau le plus performant possible. C'est ce qu'on fait aussi, et c'est pour ça que je viens aussi sur un autre projet sur lequel on travaille, parce que je vois que certains d'entre vous vont intéresser, c'est aussi toute la recherche sur la taxi de Charlevoix-Saguenay, qui n'est pas subventionnée par le projet ici, mais une partie de votre membership est intéressée à cette condition-là. Donc on travaille maintenant, on a une contribution de la dystrophie musculaire canadienne et des instituts canadiens un petit peu, et une fondation qui a été fondée là, sur la taxi Charlevoix-Saguenay. Et donc, Jean Groslo, le président fondateur, est venu s'asseoir avec nous pour parler de projet. Je pense que ça reflète cette ouverture de l'association ici, de dire, l'important c'est que ça bouge. Il y a trop de maladies pour qu'on arrive à tout faire. Et on va essayer de dialoguer avec les autres intervenants, qui sont bien sûr la dystrophie musculaire, qui sont cette association-là, ou d'autres à venir. On travaille par exemple sur un syndrome infantile, donc des jeunes qui ont des problèmes d'ataxie encore beaucoup plus sévères que le Friedreich. Et on essaie de travailler avec eux pour essayer de trouver aussi le gène responsable. Donc, il y aura sûrement beaucoup d'autres initiatives, mais le projet ARSAX va très bien. On connaît des interacteurs et on devrait avoir des premières souris avec la maladie là, dès 2009. C'est toutes ces étapes-là dont vous allez entendre parler. En dernier lieu, parce que les chercheurs, vous savez, on est un peu comme des littéraires. Hein? Donc, l'écrivain est toujours intéressé par le livre qu'il écrit, pas le livre qu'il a écrit. Donc, les chercheurs, on est un peu comme ça, on est toujours intéressé par le projet qui est le plus actif et souvent aussi le projet qui est le plus nouveau. Ne vous inquiétez pas, je me désengage d'aucun des projets qui roulent dans le laboratoire, c'est juste que des projets nouveaux, il y en a, et je le dis dans le contexte de l'association parce que souvent votre information circule et des gens peuvent ressortir en disant « Ah, mais c'est moi ça ». Donc, on travaille sur d'autres ataxies. Une ataxie sur laquelle on travaille à ce moment-ci semble être plus fréquente dans l'anodière. C'est une ataxie aussi qui est assez tardive. Et ce qu'on voit chez ces gens-là, c'est qu'ils ont aussi un gros problème de perception. Donc, c'est des gens qui sentent moins bien leurs pieds, qui sont vraiment, donc un peu comme on voit dans l'ataxie de Friedreich, où il y a une atteinte des nerfs périphériques. Dans celle-là, on voit de façon tardive, et c'est une maladie qui se transmet d'un parent à la moitié de ses enfants. Et ça a l'air d'être plus fréquent dans l'anodière, on appelle ça une ataxie sensitive. Donc, c'est un des projets sur lesquels on travaille. On travaille aussi sur une ataxie de Passe-Pébiac, on sait où est le gène maintenant, où c'est une ataxie rare. Et là, c'est une histoire complètement folle. On a trouvé ces quelques cas qui ont une ataxie sensitive, aussi des gros problèmes de perception, mais qui ont un gros problème à la marche, tendent à perdre la marche vers 14 ans, 12 ans. Donc, c'est même pire que nos Friedreich en moyenne. Et je ne sais pas combien d'entre vous sont gaspésiens. Ah oui, toi, oui. Dans le côté, oui, je connais les deux Gaspésiens de la place très bien. Donc, c'est pas de votre côté de la Gaspésie, mais du côté de Baie-des-Chaleurs, donc Passe-Pébiac. Donc, à Passe-Pébiac, comme ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Gaspésie, c'est le village basque de la Gaspésie, un bel endroit, il faut y aller. Donc, tous nos malades viennent du même village. Et quand on a trouvé où se trouvait le gène, notre grande surprise, un autre groupe, en étudiant les familles basques du nord de l'Espagne, avait trouvé aussi où se trouvait le gène. En fait, c'est eux qui l'ont trouvé en premier. Donc là, je viens de recevoir un email aujourd'hui de nos collègues espagnols qui sont prêts à travailler avec nous pour trouver la cause de cette forme rare, qui est aussi une forme récessive. Donc, dans les faits, à ce moment-ci, si on prend la clinique, par exemple, d'ataxie de Notre-Dame, là, qui est la vieille clinique d'André Barbeau, où votre association a tellement contribué à la vie de cette clinique-là au cours des 3, sinon 4 dernières décennies, on peut se dire que notre capacité diagnostique a quand même beaucoup évolué au cours des 10 dernières années. On est passé d'un taux de diagnostic à peu près de 30% pour nos ataxies récessives, et maintenant on est plus autour du 68-70% de nos cas ont maintenant un diagnostic génétique. Donc, c'est un monde qui change. Ce que ça permet à des gens comme vous, et certains d'entre vous, malheureusement, n'ont pas encore de diagnostic établi. Hein? Je suis bien conscient de ça, on ne vous oublie pas.
c'est de penser que ça ouvre la porte vers des étapes, comme vous avez vu bien résumé pour les débénons. C'est-à-dire qu'en comprenant la maladie, on peut penser à un traitement rationnel. Si on arrive à trouver des gens généreux ou dirigés comme Santera qui embarquent là-dedans, on peut faire des études dans les maladies rares, on peut prouver qu'un médicament est le médicament qu'il vous faut en fonction de la connaissance de votre maladie. Et après ça, il faut se battre avec les assurances puis le gouvernement pour trouver quelqu'un pour payer. Mais ça, un jour, ça va se régler tout ça. Alors sur ce, je vous laisserai pour retourner à l'urgence de Notre-Dame, mais je serais bien heureux à répondre à certaines questions, si vous voulez. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Dr. Bray? C'est fini? Avez-vous des minutes? Oui, je peux répondre aux questions. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser à Dr. Bray? Oui, là, il dispose de quelques minutes avant de retourner à l'urgence. Donc, s'il y a des questions parmi vous. Pourriez-vous parler, s'il vous plaît, de l'ataxie cérébelleuse, s'il vous plaît? Asseyez-vous. L'ataxie dominante? Donc, bienvenue au monde des noms qui changent. Hein? C'est un problème, un éternel problème que beaucoup d'ataxiques vivent. C'est que quand on parle d'ataxie cérébelleuse, ce n'est plus un diagnostic. On n'appelle plus nos malades ataxie cérébelleuse. On peut appeler, par exemple, l'ataxie qu'on associe à la Beauce, qu'on appelle l'ataxie cérébelleuse pure, qui ne l'est pas, mais qui malgré tout a été décrite comme ça. Donc, les noms changent tout le temps. Il y a certains d'entre vous qui ont eu des diagnostics de OPCA. Il y a des gens qui ont eu des diagnostics d'ataxie spinocérébelleuse, des ataxies cérébelleuses, des ataxies spastiques, tous des noms comme ça qui sont en fait des noms descriptifs, hein, qui peuvent être descriptifs au point de vue clinique. Par exemple, quand on parle d'une ataxie cérébelleuse, ce qu'on essaye de dire par là, c'est qu'on a une atteinte du cerveau. Et 98% de nos ataxiques ont une atteinte du cervelet. Mais on a les ataxies de Friedreich ont une atteinte du cervelet. Beaucoup de nos ataxiques ont une atteinte du cervelet. Donc, dans les faits, quand on reste avec le diagnostic d'ataxie cérébelleuse, ça veut dire qu'on n'a pas un diagnostic précis. Donc, tardive. Donc, si on a une ataxie cérébelleuse tardive, on peut avoir plusieurs formes de maladies. Donc, si vous venez dans ma clinique, les ataxies cérébelleuses tardives, ça peut être une ataxie de Friedreich. Ça peut être ce qu'on appelle une ataxie spinocérébelleuse de type 2. Ça peut être une ataxie spinocérébelleuse de type 6. Si on a certaines manifestations psychiatriques, ça peut être une ataxie cérébelleuse de type 17. On sait que j'en ai pas au Québec, mais on a aussi le SCA-10 qui peut donner ça. On a les ataxies de Beauce qui peuvent être relativement tardives, donc les ARCA1. On a les ataxies cérébelleuses tardives LOCA, qui est une des formes qu'on voit, là, dont on vient trouver le gène. Donc, vous voyez, la liste est longue. On peut aussi avoir une ataxie cérébelleuse tardive qui est reliée à un cancer. C'est pour ça qu'on fait de la médecine, c'est que les listes sont longues et quand on arrive à un diagnostic précis. Donc, l'atteinte cérébelleuse est presque universelle chez tous nos ataxiques par définition. Si on a juste un diagnostic d'ataxie cérébelleuse, ça veut dire qu'on a un diagnostic descriptif, ça veut dire que quelqu'un a regardé la performance motrice de l'individu, s'est convaincu que le cervelet, le centre de contrôle des mouvements fins, ne fonctionne pas bien, et plus souvent qu'autrement, a fait une image du cerveau, que ce soit un scan, une résonance magnétique, et a vu que le cervelet était plus petit. Mais ça, on est rendu à la leçon 1 de l'ataxie, on n'est même pas rendu au 7e ou 8e chapitre du livre. Là. On a fait le minimum en termes d'exploration de diagnostic. On va beaucoup plus loin que ça dans un contexte de clinique spécialisée. Beaucoup de gens sont restés avec ça, et beaucoup de nos ataxiques qui ont une forme qui évolue pas vite et qui est relativement légère, en fait, rentrent dans le système de santé, se font barouetter à droite, à gauche, voient quelques spécialistes, finalement, en 75 ou en 95, se font donner un diagnostic, puis retournent à leur vie normale, puis disent, mais moi, c'est ça que j'ai. Des fois, les papiers d'invalidité sont réglés, les choses avec l'employeur, la famille est informée, et là, ils continuent leur vie. Ils reviennent pas nous voir. Mais dans les faits, le nombre d'ataxies en tant que tel, on est probablement rendu à peu près à plus de 60 formes différentes sur lesquelles on peut faire des tests. Si on retourne en 88 ou même en 91, peut-être 2 qu'on pouvait faire des tests. Alors, ce monde-là a complètement changé. Ça répond à votre question? Oui, ok. Je vais vous donner le micro parce que pas tout le monde entend bien, je m'excuse.
toutes les ataxies, je vous écoute parler, là, le problème principal, ça vient tout du cervelet. Pourquoi qu'ils ne se concentrent pas juste sur le cervelet au lieu de faire des études sur celui de Portneuf, celui de Charlevoix? Si toutes les ataxies partent du cervelet, moi je me dis ils devraient se concentrer là-dessus, sur le cervelet. OK. Je pense que l'idée, je vais essayer de détourner ou de ce que vous dites pour le rendre constructif. Votre conclusion est bonne. Ça veut dire que toutes ces maladies-là ont une maladie du cervelet. C'est pas tout à fait vrai. Hein? Il y a 2% de nos ataxiques qui ont un cervelet numéro 1. Mais ils n'ont tellement pas d'informations qui leur viennent de leur corps qu'ils marchent tout croche quand même. On a besoin d'informations sensitives pour bien marcher. On appelle ça les ataxies sensitives. Et quand on regarde leur cervelet, quand même quand on regarde les fonctions, le cervelet qui travaille sur leurs yeux, c'est parfait. Mais il y a une ataxie quand même. Donc, votre affirmation n'est pas correcte dans ce sens-là parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ça. Et malgré tout, la grande majorité ont une atteinte du cervelet. Le cervelet reste un organe ou une partie du cerveau qui est complexe, qui joue beaucoup de rôles. Moi, je pense que qu'est-ce qui est unifiant, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, si on pense juste étudier le cervelet au point de vue anatomique, il y a des gens qui ont fait ça, on a un peu fait le tour. Ce qu'on fait maintenant, c'est utiliser la génétique pour nous dire, ces cellules-là spécifiques au cervelet, comment se fait-il qu'elles sont plus sensibles, elles sont, ou bien elles se développent pas bien, les réseaux se développent pas bien, ou elles meurent plus vite? Ben, on peut prendre des bouts de cervelet puis taper dessus, mais ça ne donnera pas beaucoup d'informations. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'étudier les humains dans leur maladie, comprendre pourquoi la frataxine dans le Friedreich cause un développement anormal du cervelet dans le ventre de la maman, et par la suite, un vieillissement prématuré. Pourquoi la frataxine? Pourquoi Mars2 dans l'Arsal? Pourquoi UM1 dans un autre? Et en comprenant tout ça, à la fin, on devrait pouvoir répondre à votre question. On ne peut pas encore. Pourquoi? Et dans aucune d'entre elles, vraiment bien. Pourquoi cette partie du cerveau-là est si vulnérable à des erreurs dans ces gènes-là ou à des toxines de l'extérieur ou peu importe. Donc, c'est un savoir qui va toujours dans la même direction qui est celle que vous dites. Ça veut dire pourquoi on ne se concentre pas sur le cervelet, mais on l'approche de façon scientifique en essayant de comprendre des éléments individuels. Autrement dit, le Friedreich qui a l'ataxie de Friedreich, sa frataxine ne fonctionne pas, elle n'est peut-être même pas présente, mais c'est un humain à part entière. Puis probablement que tous les autres gènes responsables pour que son cervelet marche bien, ils sont normaux. Donc, la nature a fait une expérience, elle nous présente des gens qui ont peu ou pas de cette protéine-là, pourtant ils ont une ataxie. Donc, en comprenant ce qu'elle fait, on comprend pourquoi le cervelet est développé différemment, pourquoi il vieillit différemment. Donc, c'est pour ça qu'il y a intérêt à vous voir tous en clinique d'ataxie, parce que vous êtes tous un peu différents. On apprend de vous comme vous apprenez de nous. En fait, on apprend surtout de vous. Et en faisant ça, on arrive à mieux comprendre pourquoi le cervelet vieillit de telle façon avec d'autres systèmes neurologiques ou d'autres dans certaines formes. Et l'impact que ça a, qui est très important, c'est pour ça qu'il ne faut pas être juste penser cervelet, c'est que si on dit que toutes les ataxies sont pareilles, on donne des mauvaises informations, de l'information qui n'est pas correcte pour les malades. Ça veut dire, quand je vois quelqu'un, moi de 40 ans, qui rentre dans ma clinique pour un diagnostic d'ataxie, mais si je lui dis qu'il y a l'ataxie de Friedreich, ou si je lui dis qu'il y a une autre forme d'ataxie, je le projette dans l'avenir. Et ce que je lui présente, c'est des vies complètement différentes. Alors, je ne suis pas capable de lui dire, vous avez vraiment ça, puis c'est là où vous en allez, mais je donne l'information de mauvaise qualité. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous ont travaillé avec des médecins qui n'avaient pas cette information parce qu'elle n'était pas disponible. Et vous avez eu une information médicale à un moment X, et certains d'entre vous sont venus à la conclusion qu'il devait avoir une erreur parce que vous n'avez pas évolué en fonction du livre, l'histoire qu'on vous avait présentée. Parce qu'en fait, il y a plein d'histoires de vie avec ces maladies-là. Plus on a un diagnostic précis, plus c'est facile, je ne dis pas que c'est toujours facile, plus c'est facile de voir l'avenir. Parce que le cervelet ne vieillit pas de la même façon dans toutes ces maladies-là. Est-ce que sa réponse est nuancée, là, mais je m'excuse, c'est mon problème, il y a toujours un peu trop de détails dans mes réponses. D'autres choses? Oui, François?
pour le médicament, là, c'est tout juste le médicament. Le médicament que vous donnez, c'est tout juste pour la taxiphrase ou si pour d'autres ataxies qu'il faut faire, veux-tu dire qu'il faut aller pour voir pour si on peut le prendre ou si, pour poser des questions sur ça ou si. Donc, je ne peux pas évidemment divulguer aucun diagnostic dans un contexte de groupe comme ça. Là. Mais la réponse, François, c'est que il y a beaucoup d'ataxies différentes. Par exemple, dans ta région, il y a beaucoup d'une forme d'ataxie sur laquelle on a travaillé grâce à l'association qui s'appelle l'ataxie avec apraxie oculaire de type 2, AOA2. Le gène est connu. Les premières souris sont nées l'an dernier aux États-Unis avec cette maladie-là. Mais c'est pas l'ataxie de Friedreich. Donc, ce médicament-là n'est pas pour cette forme-là. OK? Donc, beaucoup d'entre vous, il y a des trentaines, sinon des centaines de formes différentes au Québec. Vous n'êtes pas des candidats à l'Edébénone maintenant. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Donc. Alors, je m'excuse encore une fois. Au moins, je suis venu cette année. L'an dernier, j'avais été obligé de ne pas venir. Comprenez que ma vie, beaucoup d'entre vous, je vous suis dans le contexte que ma vie est folle tout le temps. Alors, souvent, ces réunions-là sont faites les fins de semaine où je suis de garde, en pensant que je vais toujours pouvoir être libre parce que je suis un optimiste de nature. Donc, je suis bien content d'avoir trouvé le temps de venir vous voir aujourd'hui. J'espérais que certaines de mes étudiantes viennent vous présenter. C'était au départ le plan. Il y a un grand congrès aux États-Unis la semaine prochaine, donc à Philadelphie, qui commençait en fait en fin de semaine. Donc, par exemple, pour l'ataxie de Portneuf, donc l'ataxie Larsal, Isabelle Tifo, en présentation internationale, présente le gène, là, je crois que c'est mercredi, là, pour la première mondiale. Alors ça, c'est grâce à vous, vous serez remerciés, l'association, évidemment, dans ce contexte-là. Alors sur ce, bonne fin de journée, bonne fin